Grégory Proch, À l'heure où ma mère meurt, édition Exil, Paris, 2006. À ma sœur Sophie, à Emma, à Gisèle et Mamadou Sek. Il était tard, 7 heures du matin. Le jour pointait son nausée au museau sur Dakar, avenue Bourguiba, juste derrière l'école normale supérieure, l'ENS, où les parents de Bibi depuis un mois m'accueillaient. Je n'étais pas heureux, je venais de renoncer à une capverdienne. Soda, elle s'appelait, qui se plaignait que toujours les gens la prénomment whisky. L'humour n'est drôle nulle part de toute façon. Il va falloir que je reprenne, que j'éclaircisse plein de points si je veux mener ce livre à terme. Ça veut être le livre d'un fils qui vit les dernières heures d'une mère qu'il aura finalement très peu connue. J'avais bu beaucoup, de 13h à 6h du matin, sans discontinuer, mangeant juste un shawarma pas très bon et un cheeseburger encore pire pour éponger. Au centre culturel français pour commencer, avec Alassane, le frère de Bibi, et avec Aminata Sophie Dieye, une voilée journaliste qui travaillait à Walfadjiri. Elle s'apprêtait à rejoindre à Paris Lucio Mad, auteur de polar qui collaborait comme moi au magazine L'Affiche. Elle avait peur de Paris, et certainement peur de lui aussi, depuis que je lui avais dit qu'à Paris, on serait ravi de trouver une Sénégalaise voilée, une Ibadou, prête à raconter, fût-ce en roman, une histoire de pute et de salope dans le Dakar nocturne des négresses à blanc. J'avais bu comme seuls les musulmans, dit-on, savent boire, jusqu'à la mort, comme pour noyer un lombric mortel réfugié dans mon ventre, des bières presque exclusivement, moi qui pourtant n'aime guère ça et affecte souvent de préférer le viril et très ciné, gin sec et sans glace. Mais à Dakar, la bière n'est pas chère, et à Alassane, la flag, il prétend que c'est la meilleure du monde. Moi je m'en fous, et puis à 30 ans, j'en ai un peu marre d'être celui qui n'est jamais d'accord. Ce que va raconter ce livre, je ne sais pas encore bien. Je sais juste que quand ma mère sera morte, il sera fini. On parlait de tout, c'est-à-dire des noirs et des blancs, et des hommes et des femmes, c'est-à-dire des noireux et des blanches, ou le contraire. Je disais à Aminata qu'avant de faire lire son manuscrit où que ce soit à Paris, elle devrait le filer au père de Bibi, mon hôte, rare esprit libre au Sénégal que la morale, l'alcool et le reste n'empêchaient pas de lire. Qu'elle ne risquait rien, moins en tout cas qu'auprès des Parisiens vampires avides d'exotiques pin-up scandaleuses. Si à ce moment-là j'avais su ce qu'il alliait déjà à Lucio Mad, j'aurais bu encore plus. Avec tout ce que je lui avais dit sur les auteurs français qui vont se faire admirer en AOF plus qu'en France sous couvert d'ateliers d'écriture. Le responsable du CCF adorait Aminata, bien sûr. Une Sénégalaise qui ne se suffit pas de la presse de son pays est obligée de finir chez lui, où elle attendait que soient réglés les derniers détails de son séjour de 3 mois à Paris. Alassane et moi lui racontions le nôtre de Paris. Toutes les heures, elle s'échappait un moment. Elle allait voir au bureau si un fax était arrivé pour elle chez le directeur du CCF. Une autre Sénégalaise venait de lui indiquer un type susceptible de lui prêter l'indispensable somme qu'un vacancier sénégalais se doit d'avoir s'il ne veut pas que la France le prenne pour un clando en puissance. À cet instant, il n'était pas question pour elle de rester en France. C'est ce qu'elle disait du moins. Le responsable du CCF, apprenant qu'elle buvait des pots avec un Français qui le lendemain rentrait à Paris, poussa un soupir de soulagement. Il vint me voir. J'eus beau le lui présenter, il ne salua pas Alassane. Il voulait que je ramène à Paris des billets d'avion, 15 exactement, pour une compagnie de musiciens cubains. Suite à des problèmes de transmission, les billets étaient coincés à Dakar. Les musiciens arrivaient à Paris 2 jours après et devaient rallier Dakar dans la foulée pour un spectacle au CCF. J'étais inespéré. En conséquence de quoi, nous pûmes boire toute la soirée à l'œil. Ce livre, j'ai commencé mentalement à l'écrire ce matin. Là, il est 18h. Parenthèse, en vérité, il est au moment où je le tape sur l'ordinateur de ma mère à Rennes, là où elle vécut les 10 dernières années de sa vie, très exactement 14h45 le 17 août 2000. Mais maintenant qu'elle est morte, je peux bien taper au présent ce que j'écrivais au présent. Il est 18h donc. Je suis au casino du Café de Rome, à Dakar. Dans 6 heures, mon avion s'envole. Via Milan, il m'emmène à Paris, où j'atterrirai à 11h demain matin, vendredi 2 juin 2000. J'étais assis sur mon grand lit carré en tailleur. La cuvette des chiottes se remplissait bruyamment. J'avais peur qu'une fois de plus elle se coince et coule et bruite pendant 2 heures. Mais non. J'insultais Dieu. Je ne voulais pas pleurer. Je serrais les mâchoires comme un cow-boy. Comme si on était en train de m'extraire une balle de la jambe en m'ayant donné pour tout calmant une lanière de cuir et une fiole de whisky. J'imaginais la gueule que j'avais sous divers angles. Le goût des larmes qui coulaient sans prévenir ma sortie de mon film. Depuis que je suis gosse, je me crois toujours dans un film. Ça doit être un des symptômes de la maladie mentale qui me fait écrire.
Comme dit Céline que je n'ai pas lu depuis un moment, il est évident que j'étais taré nerveusement lorsque j'étais enfant, sous réserve de l'exactitude de la formulation que je n'irai pas vérifier. Après, peut-être, je raconterai la journée passée avec Alassane, riche et belle, dégoulinante d'amitié et de vérité décapsulée. Pour l'heure, la fin de la nuit seulement, pour ma cohérence comme disait Christine, ma plus belle maîtresse. J'étais au Ngalam, ma boîte favorite à Dakar. Alassane venait de partir pour la Boule, un troquet voisin où les soulards vont se finir et les ruffians se trouvaient une chatte en espérant ne pas la payer. Je n'étais pas ivre, j'étais lourd et lent. À y repenser, je me vois comme Maigret, lorsqu'il sort de la maison du crime, étouffante de misère, de frustration et d'ennui. Celle par exemple dont ne tue pas les pauvres types. Généralement, avant de prendre un taxi, il entre dans un rad et s'enfile 2 finalos coup sur coup. Après, il se sent comme moi au Ngalam cette nuit. Je ne pressentais rien, je n'ai aucune intuition, de grandes aptitudes à l'analyse, une fascisante et astronomique propension à typologiser les êtres humains, un solide sens de l'observation, on le dit en tout cas, mais d'intuition pas. Je savais que l'état de ma mère s'aggravait, mais pas à ce point. Et de toute la nuit, pourquoi le cacher, je n'ai rien ressenti. Ai-je seulement pensé à elle? Une semaine plus tôt, peut-être un peu moins, je ne sais plus, déjà avec Aminata, je m'étais retrouvé chez Christelle, une Française qui finissait tristement un stage de 9 mois au management culturel du CCF. Elle ne voulait pas rentrer en France. J'avais appelé à Bourguiba pour dire de ne pas m'attendre pour dîner. C'était rare que je fasse ça, parce que le père de Bibi, que tout le monde dîne à la même heure, lui, sa femme, Gisèle, Alassane, Malik et moi, c'était son plus grand plaisir. Ma petite sœur, pourquoi est-ce que je l'appelle ma petite sœur? Elle a 27 ans. Venait d'essayer de me joindre. D'un télécentre, j'appelais Rennes. On venait d'hospitaliser ma mère. Mais ce n'était rien, des examens. Elle ne mangeait plus assez. Sa douleur au dos, toujours. Depuis le temps que ça durait. Au téléphone 10 jours plus tôt, je l'avais eue. Elle m'avait dit que ça allait plutôt bien. Elle ne voulait pas que je m'inquiète, j'étais loin. Et puis je peux bien le dire maintenant, ça ne choquera plus que mes tantes et je m'en fous. Ma mère a toujours entretenu d'étranges relations avec sa maladie. Névrotique. Lorsqu'on lui avait enlevé le sein droit, elle avait tenu à me montrer sa cicatrice. Elle était un peu grosse, ma mère. Alors ça faisait drôle ce sein en moins, et cette cicatrice énorme et rose en plus. Elle ne riait pas en me le montrant, mais pas loin. Quelque chose comme un désir de choquer, peut-être d'exorciser. Elle souriait en l'exhibant. Moi qui avais toujours trouvé que, comme ma grand-mère, ma mère avait tendance à protéger jalousement sa maladie, ça m'avait marqué beaucoup. Depuis des années, elle traînait son cancer du sein, qui partait avec son sein, revenait encore sous une autre forme, mutait comme un virus. Chaque fois pour lui faire des examens, c'était toute une histoire. Un jour, j'ai même dû la menacer de ne plus jamais la revoir si elle ne se décidait pas à aller faire examiner la boule qui lui faisait un peu mal à l'aisselle. C'était une gamine, ma mère, fière de souffrir en silence. Sa mère déjà était comme ça, à garder secrète des souffrances terribles au ventre, comme si elles étaient sa propriété, à ne partager avec personne. Ou bien comme si elles allaient la déconsidérer et lui faire perdre son boulot, alors même qu'elle était déjà à la retraite. Ça devait être ça, sa hantise à Marguerite, ma grand-mère, qu'on lui enlève son boulot. Son boulot qui consistait à s'occuper de mon grand-père, Noël, une autre vedette de la maladie et de la souffrance, 50 ans d'alcool et 15 ans de calvaire final avec elle près de lui, qui veillait amoureusement. Le lendemain du coup de fil à ma sœur, j'ai eu Pierre, mon beau-père. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter, et redit que ce n'était rien, des examens à faire, qu'on l'avait hospitalisée juste parce qu'elle s'était affaiblie. Je savais par elle qu'elle avait perdu beaucoup de poids, mais c'était presque mieux, pour ses reins. Une autre tare familiale, les reins, avec les yeux. Tous, à part ma sœur et moi, ont des binocles et mal aux reins. De toute façon, il y avait une explication. Depuis toutes les séances de chimio qu'elle avait dû subir, ma mère avait perdu un peu le goût. Les médicaments qu'elle prenait, les calmants pour son dos, lui coupaient efficacement l'appétit. En somme, un des bienfaits, un des revers utiles de sa maladie était qu'elle lui servait de régime. C'était ainsi qu'elle le présentait. Ce dont je me souviens, c'est qu'au Ngalam, je me concentrais fort chaque fois que j'allais pisser. C'est même pour ça qu'en principe je ne bois jamais, pour ne pas perdre le contrôle de mes actes et de mes paroles. Une obsession comme une autre, utile finalement pour un type comme moi dont la langue est la meilleure arme et le pire ennemi, une bouche pourrie. Ce matin sur le lit, je voulais écrire une lettre à ma mère. Je savais que si je le faisais, je me mettrais à écrire, donc à mentir. J'appartiens à cette sale race de gens qui savent faire pleurer le stylo. Des fois, à des femmes surtout que j'aimais même pas un peu, j'ai envoyé des lettres, juste pour m'entendre branler et célébrer. Alors un jour j'ai arrêté. Je n'ai plus envoyé que des mots, courts, sans écriture, à part à ceux dont j'attends quelque chose, comme les acteurs, ou les femmes avec qui je voudrais coucher, comme des actrices. Quand on n'a pas de fric pour inviter, il faut un peu faire rêver avec un talent prêté. Et puis elles deviennent jolies, les femmes, très belles, quand on leur écrit qu'elles nous plaisent. Personne mieux qu'elles pour savourer une jolie phrase, c'est connu. Ici au Sénégal, les femmes aiment la poésie. Moi aussi. Je leur donne de petits poèmes sans façon. Premier jet joli rimé.
Il y a d'ailleurs devant moi, de l'autre côté du comptoir du casino, en polo rouge et jupe noire, la plantureuse Adiara. Je lui en ai écrit un la semaine dernière. Elle m'a dit que jamais personne ne lui avait dit tout ça. Quand c'est pour un cul, prostituer mon vice ne me pose aucun problème. Tout autour de nous, il y a des machines à sous qui teintent, avec au-dessus des sortes de gyrophares qui flashent et zèbrent la semi-pénombre de rigueur dans un tel lieu. On boit, on fume, on dépense, on gagne. Là sûrement, elle croit que c'est à elle que j'écris. Hier soir, vers 1h du matin, avec Alassane, on est passé ici, après le CCF et avant le Ngalam. L'avant-veille, Adiara m'avait posé un lapin. Je la trouve, elle m'explique qu'en fait elle était souffrante, et que si je m'étais enquis d'elle auprès de ses collègues, on me l'aurait dit. Comme je suis orgueilleux, je n'ai pas bronché. Donc vers 1h hier soir, j'ai bien cru que j'allais réussir à l'embarquer. Dans la rue, jusque devant le taxi, j'y ai cru, j'ai insisté. Ce qui ne me ressemble pas. Tout d'un coup, comme ça, j'ai lâché prise. Vraiment. Ça m'étonne d'ailleurs de ne pas avoir senti à cet instant que ce n'était pas une nuit comme les autres.